Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vais vous faire un petit update sur ma rotation make-up du mois de juillet. Je vous ai posté hier mes tops et mes flops pour le mois de juillet, dans lesquels se retrouvent certains des produits de ma rotation, mais pour la plupart, ces produits se retrouvent quelque part au milieu. Des bons produits, mais pas non plus assez incroyables que pour que je les mette dans les tops du top. Des produits dont je suis pas hyper fan, mais pas non plus assez nuls que pour que je les mette dans le flop du flop. Donc, finalement, on a beaucoup de bof. Je vous l'ai dit déjà dans ma vidéo de dimanche dans laquelle je faisais un petit récap du mois de juillet et dans laquelle je vous expliquais ce qui allait se passer sur ma chaîne dans le mois d'août. Et je vous en ai parlé aussi, je pense, dans ma vidéo d'hier. Je ne referai pas ce principe de rotation make-up parce que ça ne me convient pas en fait. Je me sens trop limitée. J'ai l'impression que ça me coupe un petit peu l'herbe sous le pied de ma créativité. Du coup, je referai pas ce concept. Moi, ça convient pas à la façon dont j'ai l'habitude de faire les choses. J'essaierai de trouver d'autres astuces, d'autres trucs pour arriver à avoir en fin de mois une liste de top et de flop un petit peu plus étoffée, parce que c'est vrai qu'un des buts de cette relation, c'était d'arriver à dégager des vainqueurs et des perdants parmi les produits que j'utilise pour pouvoir avoir des vidéos top et flop un petit peu plus conséquentes. Et la conclusion est que, comme je l'ai dit déjà, la plupart en fait se retrouvent quelque part au milieu. Et peu importe combien de fois on utilise un produit encore et encore et encore, s'il est juste bien, il est juste bien. Il va pas se transformer en top. Et s'il est juste bof, il va pas non plus se transformer en fail total. Bref, j'arrête de parler et je vais commencer avec les produits teints. On va y aller graduellement dans l'ordre dans lequel je ferai mon make-up. Et le premier produit que j'ai dans ma rotation, c'était un produit e.l.f. Il y avait pas mal de produits e.l.f. vu que j'avais passé une commande chez Beauty Bay. C'est le Poreless Putty Primer, qui est donc un primer en espèce de baume comme ceci, qui est censé être un dupe du Tatcha que j'ai aussi, et pour lequel il existe un autre dupe encore moins cher chez Shiglam. Je vous l'ai dit dans ma vidéo récemment sur laquelle je parle de tous mes primers, où je vous explique que je pense que c'est juste pas le genre de primer qui me convient le mieux. Je vois pas une différence énorme. Je l'ai utilisé pas mal de fois. C'est pas un mauvais primer dans le sens où il n'interagit pas bizarrement avec le fond de teint. Il ne fait pas de petites bouloches. Il est correct. Après, est-ce que vraiment il fait une différence fondamentale? Pas vraiment. Donc un primer qui est pas mauvais, surtout pour le prix, mais pas ouf non plus. Un autre primer, mais pour les yeux, cette fois-ci, c'est le Line Fix Under Eye Primer de chez Makeup Revolution, que j'ai pas tellement utilisé que ça, vous voyez, malgré le fait qu'il était dans ma rotation, parce que comme j'avais aussi des anti-cernes que je voulais tester correctement, du coup, ça faisait un petit peu contre-emploi de mettre ça en plus. Donc c'est le même genre de texture finalement, et c'est un primer qu'on va mettre sous le dessus des yeux, le dessous, pardon, des yeux pour venir lisser les petites ridules. J'ai pas l'impression, pour l'avoir mis sous un œil et pas sur l'autre quelquefois, j'ai pas l'impression que ça fasse une grosse différence. Ça fait une différence en première application en fait. Quand je le mets, alors oui, si je le mets d'un côté et pas de l'autre, je vois une différence. Mais après, une fois qu'on met l'anti-cerne et la poudre, la différence se marque plus vraiment. Donc c'est pas complètement inutile, c'est pas inefficace, c'est pas un truc qui est nul. C'est juste pas nécessaire en fait. On passe au fond de teint et j'ai beaucoup utilisé celui que j'avais mis dans ma rotation. C'est le fond de teint de chez Catrice HD Liquid Coverage avec niacinamide, donc c'est la nouvelle formulation que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, non seulement parce que j'aime beaucoup, mais parce qu'en plus la teinte était juste vraiment bien pour moi en ce moment. C'est un très bon fond de teint, j'ai rien de négatif à en dire. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans les tops? Parce que techniquement, c'est un produit que je connaissais déjà et que j'aimais déjà et pour lequel la nouvelle formulation, en ce qui me concerne, n'apporte pas une différence énorme. Donc voilà, c'est un très bon fond de teint. Je ne suis pas déçue, comme j'ai dit, je connais le produit. Je ne suis pas non plus, oh mon Dieu, en transe, quoi. Voilà, c'est un bon fond de teint, je le savais déjà. Next. Anti-cerne, et alors là, on va passer d'un extrême à l'autre puisque le e.l.f. Hydrating Camo Concealer, c'est un flop.
Par contre, les Bare With Me Concealer Serum de chez NYX, là c'est un top. Je vais passer rapidement dessus. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo top et flop que j'ai donc postée hier. Mais le e.l.f. il bouge beaucoup trop sur moi. Il va marquer des plis que je ne savais pas que j'avais, donc c'est hors de question. Et le NYX, il est très joli. Il a un très joli fini, hydratant, naturel, tout en étant couvrant. Et pourtant, il bouge pas trop. Alors, si on le poudre pas, il va bouger évidemment. Moi, je le poudre quoi qu'il arrive. Mais vraiment, un très beau produit de chez NYX. Le reste de produits teints, pareil. Un top, un flop. Du côté des flops, on a le Putty Bronzer de chez e.l.f. que j'ai dans la teinte Tan Lines. Et du côté top, on a le Putty Blush de chez e.l.f. que j'ai dans la teinte Bahamas. Pareil, je vous invite à aller regarder ma vidéo d'hier, mais en gros, le bronzer, certes la teinte ne me convient pas en ce moment, mais j'en ai fait abstraction. Quoi qu'il arrive, la texture, en fait, la formulation ne me convient pas parce que c'est un peu trop émollient. Et donc moi j'ai l'impression qu'il fait bouger ce qu'il y a en dessous, qu'il bouge au cours de la journée, qu'il transfère énormément, et que quand je le poudre pour essayer d'empêcher le transfert, c'est pas très joli du coup, parce que j'ai l'impression que le produit boit toute la poudre. Enfin, c'est pas un produit qui convient, je pense, à mon type de peau en vérité. Par contre, le blush, je peux pas dire non plus que ce soit un blush révolutionnaire pour moi, mais je le mets dans les tops parce que c'est quand même un blush crème qui est bon marché, qui est dans une texture assez agréable, dans un fini que je trouve très joli, dans une couleur surtout que j'adore. C'est une solide option à un prix plus que correct, donc le blush là, aucun souci. On passe aux sourcils et j'avais deux produits de chez Benefit que je voulais retester un petit peu. Tout d'abord le Gimme Brow qui est donc un gel volumateur sourcil dans la teinte 4. C'est donc un gel légèrement coloré. Je l'avais acheté et testé pour une vidéo dans laquelle j'utilisais les produits gagnants du... Allure, Reader's Choice Awards, quelque chose comme ça, enfin bref. J'avais pas été fan, mais j'avais voulu m'en faire vraiment une idée bien précise. Et ce n'est juste pas le genre de produit qui correspond à mes sourcils et à la façon dont j'aime faire mes sourcils. C'est différent du gel à sourcils de chez NYX qui va rapporter un petit peu de texture où il y a vraiment des fibres. Ici, il n'y a pas tellement de fibres, c'est plus de la couleur en fait que ça va apporter. Alors si vous avez beaucoup de sourcils qui sont déjà bien jolis et bien dessinés, ça va juste les colorer un petit peu et oui en effet leur apporter un côté un petit peu plus volumineux. Sur mes sourcils, l'effet est pas ouf, seul en tout cas c'est sûr que c'est hors de question. Je trouve pas ça très facile à utiliser malgré le fait que ce soit un très petit goupillon, chose que vraiment j'apprécie, mais en fait c'est quand même très liquide et très pigmenté, ce qui fait qu'on peut vite faire des taches sur la peau, ce qui, encore une fois, moi personnellement, je trouve pas ça très joli. L'inconvénient aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, seul, c'est pas possible, pour moi en tout cas, donc quoi qu'il arrive, je vais utiliser derrière un crayon ou un liner ou quoi que ce soit, mais du coup, je vais devoir réutiliser en plus un gel pour fixer les sourcils, parce que là, ici, ça fixe rien du tout. Donc 3 produits sourcils, je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Encore une fois, contrairement au gel à sourcils coloré que j'ai de chez NYX, le Stick It, il maintient les sourcils en place. Donc voilà, ici, pas ouf. Je vais le garder parce que c'est le seul produit du genre que j'ai, donc ça peut toujours servir. Mais ça ne correspond pas à la façon dont j'aime faire mes sourcils. Autre produit du Benefit, et à vrai dire, même problème, c'est le Browsings. C'est donc un kit complet pour discipliner et mettre en forme les sourcils. Ici, c'est dans la teinte numéro 3. Vous avez d'un côté une cire que j'ai jamais touchée parce que je pense qu'elle est sèche. C'est vraiment pas le genre de produit que j'aime bien. Et de l'autre, en fait, vous avez une poudre. Alors, j'ai pris ce produit, mais en vrai, n'importe quel fard à paupières, en fait, en poudre qui correspond à la couleur de vos sourcils peut faire l'affaire. Puisque c'est une technique que certaines personnes utilisent de faire leurs sourcils avec de la poudre. Et je voulais essayer et je suis partagée. J'ai du mal vraiment à me décider. Il y a eu certaines occasions où j'ai fait mes sourcils avec de la poudre et j'ai trouvé le résultat très joli. Et je pense que de manière générale, en fonction des produits qu'on utilise en combinaison avec celui-ci ou avec une poudre pour les sourcils, ça peut en effet donner un très joli effet. En fonction aussi de l'effet qu'on veut donner à ses sourcils et du reste du make-up évidemment. Moi, en ce qui me concerne, je trouve ça un petit peu long
en fait. Alors c'est une question d'habitude après, hein, mais je suis beaucoup plus efficace avec un crayon qu'avec une poudre comme ceci pour les sourcils. Sans compter qu'il y a quand même toujours le risque de chute. Donc bon, c'est quand même un petit peu embêtant quand vous avez fait votre teint et qu'au moment de faire vos sourcils, vous avez un petit peu de fard à paupières, enfin fard à sourcils brun qui tombe sur votre joue. Donc voilà, je suis pas forcément déçue du résultat que j'ai pu avoir en utilisant ce produit, mais disons que l'utilisation et l'application, pour moi, je trouve ça un petit peu compliqué pour finalement un résultat qui, oui, est bien, mais qui peut être bien en utilisant d'autres produits que j'ai beaucoup plus l'habitude d'utiliser. On va passer aux yeux maintenant et on va commencer avec ce produit de chez Danessa Myricks. C'est le Infinite Chrome Flakes dans la teinte Hot Lava, qui est donc resté dans ma boîte la rotation make-up pendant tout le mois de juillet. Demandez-moi combien de fois je l'ai utilisé. Une fois et demie. Parce qu'il y a eu une fois où en fin de journée, alors que j'avais un autre make-up, j'ai juste essayé d'en prendre un tout petit peu et de l'appliquer délicatement avec le doigt pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais seule, en l'appliquant vraiment de façon précise, je ne l'ai utilisé qu'une fois. Alors je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que, je veux dire, c'est juste magnifique. Vous verrez pas, hein, vous à la caméra comme d'habitude, tous les reflets, mais c'est juste très 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 beau. Après, c'est pas forcément hyper confortable. Il y a plusieurs façons de l'appliquer. Vous pouvez y aller avec le doigt très délicatement, de façon un petit peu clairsemée comme ça. Vous voyez, en apportant juste quelques petites paillettes, vu qu'il n'y a pas de base couleur. Et donc, ça va apporter, voilà, juste quelques petites paillettes qui vont refléter un petit peu la lumière. Mais du coup, il faut faire ça sur un autre fard à paupières, sur une base en tout cas colorée, parce que seul ça risque de pas donner grand chose. L'autre façon de l'appliquer, et c'est ça que j'avais fait quand je l'avais utilisé seul, c'est d'y aller avec un pinceau plat et de vraiment y aller. Et donc mettre une première couche, moi j'ai mis une première couche, j'ai attendu que ça sèche un tout petit peu, puis j'en ai remis une deuxième pour m'assurer que vraiment j'ai quelque chose d'opaque et de vraiment bien présent. C'est magnifique, hein, c'est vraiment très beau. L'effet est absolument incroyable. Le problème que j'ai avec ça, c'est que, comme je vous dis, c'est pas très confortable, on le sent en fait. Parce que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment des petits morceaux en fait. Et donc quand vous l'appliquez de façon plus opaque sur la paupière mobile, faut attendre déjà un petit peu que ça sèche parce que sinon ça va bouger partout. Et une fois que c'est sec, vous sentez vraiment que vous avez une petite couche sur la paupière, donc c'est pas forcément le truc le plus agréable du monde. En plus de ça, vu l'épaisseur du produit, moi à la fin de la journée, quand voilà, j'ai gardé mes yeux ouverts et donc j'ai mon pli ici qui est quand même assez profond, mon pli paupière, du coup là dans le creux, j'avais tout un endroit qui était tout vide où tout s'était retiré en fait et c'était collé à ma paupière finalement. Par contre, à ma grande surprise, c'est assez facile à retirer. Donc autant la journée, les petits flakes, là, les petits morceaux, ils bougent pas. Hein. Ce qui reste sur la paupière ne bouge pas, ne tombe pas, ni rien. Pour autant, ça a été facile à retirer. C'était pas non plus une grosse galère. Donc ça, c'est un point positif parce que j'avais un peu peur de devoir frotter, d'avoir des petits morceaux partout, mais c'était pas du tout le cas. Donc c'est un très joli produit que je regrette pas du tout d'avoir, mais c'est clairement pas celui qui va être le plus facile à appliquer et le plus confortable à porter. C'est un top pour moi en termes de rendu et de visuel, je veux dire clairement il est juste magnifique, mais pour l'expérience sensorielle, c'est pas le mieux et c'est vraiment pas un produit que je vais recommander à tout le monde en fait. On passe aux palettes et il y en avait 5. Il n'y en avait aucune qui s'est retrouvée dans mon top. Ça aurait pu, vous dire en soi, elles sont toutes très bien. Je les aime toutes. Il n'y en a aucune où je me suis dit non, nulle. Mais je pense que du fait que je me sois sentie un petit peu forcée de les utiliser parce qu'elles étaient de ma rotation make-up, j'ai pas, moi, personnellement, eu une expérience, oh mon dieu, hyper top parce que je sais pas, le cœur il était pas forcément, c'est peut-être pas les palettes que j'aurais eu envie absolument d'essayer au moment où je les ai essayées. Bref, en soi, elles sont très bien. Il n'y en avait juste aucune, d'après moi, qui se dégageait comme gagnante ou comme meilleure palette. On commence donc avec ce petit quad de chez Elf dans la
teinte Cream and Sugar que j'ai utilisé une seule fois. Je l'ai utilisé une seule fois parce que en l'utilisant une fois, j'ai utilisé les 4 teintes et que, bon voilà, c'est une palette neutre. Elle coûte une poignée d'euros, donc c'est très très intéressant à avoir. Elle tient dans la paume de la main presque, donc hyper compacte, très bonne qualité. Comme j'ai dit, couleur facile à porter, donc palette qui va être facile à emporter et tout. Il n'y avait pas besoin à mes yeux de l'utiliser qu'un fois pour m'en faire une idée. Je veux dire, je l'ai testée une fois, elle est très bien. Si vous cherchez des petites palettes faciles à travailler, faciles à transporter et jolies, franchement, je vous les recommande. Elles sont vraiment très bien. Ensuite, la palette Petite Matte Neutral de chez Viseart. J'ai failli la mettre dans les tops parce que je sais que cette palette, je vais l'utiliser encore et encore et encore et encore et encore. Mais je ne l'ai pas mise dans les tops parce que, je veux dire, en soi, c'est une palette que je suis très très contente d'avoir. Et comme je vous l'ai dit, elle va me servir, mais dans un nombre incalculable de looks. Mais c'est pas le genre de palette qu'on regarde et qu'on se dit waouh, waouh, c'est hyper excitant, ça donne envie de l'utiliser, ça éveille la créativité. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est juste une très très bonne palette neutre et une très bonne palette d'appoint. Typiquement, je sais que je vais m'en servir en coopération avec d'autres palettes s'il me manque un beige, s'il me manque un noir, s'il me manque des teintes de transition, plutôt chaudes, plutôt froides. Ici, il y a un petit peu de tout en fait. Donc c'est ça que j'aime beaucoup beaucoup dans cette palette, c'est qu'elle va vraiment me servir pour venir compléter d'autres palettes qui sont parfois plus colorées et dans laquelle il n'y a pas les basiques en fait dont j'ai besoin pour construire pas mal de looks. Donc cette palette est vraiment très 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 bien. C'est dans la version petite, puisque Viseart de base avait cette palette dans un packaging un petit peu plus grand, mais qui coûtait 88 $, je crois. Ici, on est à 44 €. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans en termes de quantité, mais moi, ça m'arrange qu'elle soit compacte. Et bon, de toute façon, des palettes, j'en ai beaucoup, donc j'ai pas besoin d'avoir 10 grammes par phare. Donc, vraiment, vraiment, un très, très, très bon achat. Je suis vraiment très contente d'avoir cette palette dans ma collection. La Lost in Los Angeles de BH Cosmetics, rien à dire de négatif, je l'ai utilisée 2-3 fois je pense, dont une fois je vous ai fait un deviner la palette de fard à paupières avec cette palette. Une très jolie palette pastel avec des teintes pastel mat très jolies, très agréables et faciles à travailler. Des teintes lumineuses qui sont très belles, certaines plus jolies que d'autres. Je vous avoue, il y en a une ou deux où voilà, je les trouve pas top et un peu poudreuses. Je trouve que le choix de certaines teintes et la façon dont elles sont rangées, ça fait un peu bordélique à mes yeux. J'ai un peu du mal à m'y retrouver. C'est pas ma palette préférée de la marque, mais c'est une très jolie palette. Il y a quand même des couleurs là-dedans que je trouve très intéressantes et que j'ai pas forcément ailleurs. Donc pas déçue, même si, comme j'ai dit, c'est rien non plus de oh mon dieu transcendant. La Circoloco de chez Natasha Denona. Pareil, je l'ai utilisé 2-3 fois. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu une mauvaise expérience, mais c'est clairement de ma faute. Je me suis foirée en fait. De base, je voulais faire un look un petit peu color block et donc mettre en opposition les teintes orangées et les teintes bleues ici. Le problème, c'est que je me suis lancée dans ce make-up un jour où, je vous cache pas, j'avais un peu la flemme et du coup, je n'ai pas voulu faire de cut crease, j'ai pas voulu marquer vraiment une vraie séparation entre le bleu et l'orange. Je me suis dit non, mais je vais essayer d'estomper un petit peu, sauf que le bleu et l'orange, ça s'estompe pas ensemble parce que ce sont des teintes qui se contredisent et donc quand on les estompe, finalement ça s'annule et c'est pas très joli. Alors c'est marrant parce que ce jour-là j'ai vu une amie qui m'a dit que j'avais un joli make-up, donc faut croire que c'était quand même tout à fait potable, mais disons que par rapport à ce que moi j'avais en tête, ça n'a pas du tout donné le résultat escompté, mais comme j'ai dit, c'était vraiment de ma faute parce que j'ai pas utilisé les fards correctement. C'est pour ça qu'il est important de pas toujours s'arrêter à une première impression et surtout de prendre en compte tous les facteurs qui entrent en jeu quand on utilise une palette. Et là clairement ma fainéantise aurait pu me laisser un mauvais goût par rapport à l'utilisation de cette palette, alors qu'en soi elle est très bien, il n'y a rien de négatif à dire. Les fards mat Natasha Denona, donc ça s'estompe très bien. La preuve, j'ai réussi à estomper quand même, a priori de façon plus ou moins correcte, un orange et un bleu ensemble. Donc les mats sont absolument incroyables comme d'habitude.
Il y a quand même beaucoup plus de lumineux, je trouve, par rapport à d'autres palettes. Mais pour le coup, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très très jolis. Bon, je trouve que cet orange n'était pas forcément nécessaire parce que celui-ci est beaucoup plus joli. Celui-là, il est un petit peu... Bon, il n'est pas très lumineux, quoi, finalement. Mais il y en a d'autres, notamment ce petit bleu ciel un peu vert. Comme ça, celui-là, il est vraiment très très joli, très lumineux, très intense. Donc je vous dis, une très jolie palette, il y a moyen de créer des looks très colorés et de vraiment s'amuser avec sa créativité. Mais encore une fois, ce truc de rotation make-up, c'est pas fait pour moi parce que j'étais juste pas d'humeur à utiliser cette palette alors qu'en soi, elle est très jolie. Et dernière palette, c'est celle de Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials. Palette que j'ai utilisée 3 fois puisque j'ai fait une vidéo, une palette, 3 looks que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore le cas. Et vraiment, j'ai aimé les looks que j'ai créés. J'ai même beaucoup aimé le look que j'ai créé en utilisant le fard bleu et le vert, alors que les fards bleus, vous savez, c'est pas ce que je préfère. Mais j'ai beaucoup aimé le résultat. Il y a des fards lumineux ici, notamment le fard All In, là, juste incroyable. Les fards lumineux Beauty Bay, vraiment, il y en a, je sais pas comment ils font, mais c'est juste complètement dingue. Donc de nouveau, très jolie palette, rien de négatif à dire en soi. Pas forcément non plus une top palette parce que, encore une fois, ça part un petit peu dans tous les sens. Ça manque un petit peu de profondeur à mon goût, mais... c'est typiquement à ça que va me servir cette petite palette, à rajouter un petit peu de profondeur, à avoir un noir, à avoir des bruns un petit peu plus foncés. Mais très très jolie palette, très bonne qualité aussi bien de fard mat que de fard lumineux, rien de négatif encore une fois vraiment à dire. Dernier produit pour les yeux, j'avais 2 mascaras. Tous les deux sont corrects dans l'effet qu'ils me donnent, mais chacun a un défaut différent. Donc celui-ci, le Lift Up de chez Catrice, après l'avoir réutilisé, je me suis dit, bon, en vrai, ça va. Franchement, c'est pas moche comme effet. Le problème, c'est que je trouve que la brosse est très grosse. Et donc, du coup, c'est pas le plus facile et le plus agréable à utiliser, je trouve, personnellement. Le Most Wanted Lashes de chez Milani, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'effet un petit peu plus naturel et où il sépare bien les cils, il est vraiment très joli. Le problème que j'ai avec celui-ci, c'est que j'ai remarqué qu'il transfère et que honnêtement, ça va avoir des taches noires en dessous des yeux à la fin de la journée avec. Donc il n'y en a aucun où je me dis non, vraiment, c'est pas pour moi, je jette, mais ils vont pas faire partie de mes mascaras préférés non plus parce que, comme j'ai dit, ils ont chacun un défaut qui fait que pas forcément hyper envie de les utiliser. Et dernière catégorie, les produits pour les lèvres. Alors j'ai tout d'abord la crème à lèvres mat de chez Rare Beauty dans la teinte Kindness, qui est très jolie. C'est un rouge à lèvres liquide mat mais en un petit peu mousse comme ça, donc très sympa, une texture agréable, une jolie couleur. Ah non, voilà, c'est rien pour moi de complètement dingue. Comme j'ai dit, c'est une jolie couleur, mais j'ai pas non plus un coup de cœur. C'est une chouette formulation, mais c'est pas non plus quelque chose que j'avais jamais forcément retrouvé ailleurs. Donc voilà, sympa, pas à 100% absolument nécessaire à mes yeux. Et le This is Milky Gloss de chez NYX que j'ai dans la teinte Cookies and Milk, que j'ai beaucoup aimé, qui est un petit peu plus froid. Et donc du coup, ça change un petit peu par rapport à d'autres gloss que j'ai. L'odeur, il a une odeur. J'adore cette odeur. Donc, très agréable gloss, qui tient quand même la route, qui a une couleur, je trouve, différente. Pourquoi c'est pas un top? Parce que, je sais pas, c'est un joli gloss, quoi. Encore une fois, oui, c'est un très joli gloss. J'ai rien de négatif à dire à son sujet. C'est un gloss, je peux pas dire non plus que ce soit la trouvaille de l'année en ce qui me concerne. La conclusion de ce système de rotation, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue personnel, moi ça ne me convient pas, donc je ne le referai pas. Et en ce qui concerne le résultat et la qualité des produits utilisés et où ils se classent entre les flops et les tops, je dirais que dans la plupart des cas, c'est juste des bons produits. Je pense que c'est assez vrai de la plupart des produits qu'on va retrouver sur le marché aujourd'hui.
Oui, c'est très bien. Pour la plupart des produits ici, il y a pas forcément quelque chose d'absolument très négatif à dire. Il y a pas non plus forcément quelque chose de, oh mon Dieu, révolutionnaire, mais encore une fois, voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu dans le monde du make-up. Ça va être difficile, d'avoir tous les mois un produit absolument révolutionnaire qui change la donne et qui avait jamais été fait avant. Donc voilà, résultat positif au final, puisque comme je l'ai dit, tous ces produits vont rester dans ma collection. Même ceux qui m'ont moins plu, je vais continuer à les tester et à leur redonner d'autres chances et à voir si je trouve une façon de les faire fonctionner, parce que moi, mon but, c'est pas d'essayer de dire c'est pourri et de m'en débarrasser. Mon but, c'est de trouver une façon d'utiliser les produits quand même que j'ai achetés. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!